Istanbul, mai 2016. Dans quelques secondes, un journaliste turc va se faire tirer dessus. Ce jour-là, devant le palais de justice, les reporters commentent le procès intenté par le gouvernement contre l'un des plus célèbres journalistes du pays, Can Dündar. Quand soudain, Şu anda bir müdahale var Can Dündar'a. Silah çıkardı birisi. Can Dündar, cravate et cheveux gris, vient de sortir du tribunal. Une autre caméra a enregistré la scène. Le journaliste esquive et s'en sort sain et sauf, panique devant le tribunal. Son épouse et un député tentent de maîtriser l'individu. Can Dündar s'enfuit protégé par un ami. L'homme, cerné par des policiers en civil, finit par lâcher son arme. Mois plus tard, nous retrouvons à Paris celui qui a échappé aux balles, le journaliste Can Dündar. Hello Can. Bonjour Can. Au siège de Reporters sans frontières, des militants de l'ONG accueillent chaleureusement celui qui est devenu depuis l'icône mondiale de la liberté de la presse. Depuis cette tentative d'assassinat, le journaliste turc vit en exil en Allemagne. Le souvenir de cette journée de mai 2016 est ancré à jamais dans sa mémoire. Une journée qui avait très mal commencé. Il s'est passé un truc bizarre ce jour-là. J'avais un garde du corps qui était fourni par le gouvernement, mais précisément ce jour-là, il n'a pas pu venir travailler. Alors j'ai demandé à ce qu'il m'envoie un autre garde du corps. Ils ont envoyé un remplaçant. Mais bizarrement, quand je suis sorti du tribunal, il n'est pas venu avec moi. Il ne m'a pas protégé. Can Dündar vit aujourd'hui à Berlin. Son épouse est également journaliste. Elle est restée bloquée à Istanbul. Son passeport a été confisqué par les autorités. Ils ne se sont pas revus depuis plus d'1 an et demi. Le vrai garde du corps de Can Dündar, ce jour-là, c'était elle, sa femme. Le bon geste au bon moment. Je marchais devant Can. Et puis j'ai vu ce pistolet. J'étais juste en face du tireur. Pour moi, c'était comme un réflexe. Je me suis dit qu'il fallait que je pousse son visage. Et comme ça, il allait perdre ses repères visuels. Et ça allait l'empêcher de tirer. Mais il a quand même tiré. Je me suis retourné et d'un coup j'ai vu ma femme qui lui sautait dessus. C'était très courageux de sa part. Votre femme est très courageuse? Oui, elle est très courageuse. Elle est vraiment comme ça. Elle a toujours été comme ça. Que ce soit à la maison ou au travail, dans n'importe quelle situation, elle est toujours celle qui intervient. Pour tout vous dire, je n'ai pas été surpris de sa réaction. Mais je ne pensais pas que cette fois, elle allait me sauver la vie. Oui, ma femme m'a sauvé la vie. Oui, ça s'est passé comme ça. Et c'est l'un des moments les plus tristes que j'ai eu à connaître dans ma vie. Pourquoi a-t-on tiré sur Can Dündar? Pour lui, les ennuis ont commencé il y a presque 3 ans. Le jour où lui et son journal Cumhuriyet ont décidé de rendre publiques des informations classées secret défense. Le 29 mai 2015, Can Dündar et son équipe publient des images. Elles montrent des membres des services secrets turcs transportant par camion des armes en Syrie à destination de groupes islamistes. Pour le président Erdogan, la diffusion de ces images est un acte de trahison. Il fait alors du journaliste un ennemi d'État et le menace même en direct à la télévision. De mon côté, j'ai déposé une plainte. La seule volonté de ces gens-là, c'est de ternir l'image de la Turquie. Ils veulent obscurcir le ciel de la Turquie.
C'est leur seul souhait. Celui qui a diffusé cette information risque de le payer très cher. L'affaire des camions, comme on l'appelle ici, est un scandale d'État. La diffusion de ces images y est interdite. Et tous ceux qui ont enquêté dessus, qu'ils soient procureurs, gendarmes ou journalistes, ont tous été arrêtés en direct sur les chaînes de télévision pro-gouvernementales. Tout ça vous montre l'importance de cette information et pourquoi cette enquête est si importante. Ils ont essayé d'étouffer cette affaire aux dimensions internationales. Ils se sont fait prendre en flagrant délit et du coup, ils ont essayé de punir aussi bien les procureurs que les militaires, les journalistes et tous ceux qui ont enquêté sur leurs agissements. Ça vous donne une idée de l'importance de cette histoire. Nous avons tenté de poursuivre cette enquête interdite. Nous avons posé les questions que les journalistes turcs ne peuvent plus poser. D'où venaient ces armes que l'on voit sur les images? À qui étaient-elles destinées? La Turquie a-t-elle trahi ses alliés occidentaux dans la lutte contre le terrorisme? Point de départ de cette enquête, la bande vidéo révélée par Can Dündar. La scène se déroule à l'hiver 2014, à quelques kilomètres d'un poste frontière syrien, à l'époque contrôlé par des groupes islamistes armés. Sur une aire d'autoroute, des gendarmes interceptent un convoi composé de 3 camions et de 2 voitures. Une caméra de surveillance enregistre la scène. Apposé sur l'image, le logo du journal Cumhuriyet. Caméra au point, certains gendarmes filment également l'arrestation. À peine les véhicules immobilisés, les militaires demandent au chauffeur de descendre. Mais étonnamment, l'homme ici en noir refuse de sortir de sa cabine. L'atmosphère est tendue. Ce chauffeur, qui refuse de se rendre, affirme travailler pour les services secrets. Au même moment, à l'arrière du camion, d'autres membres des services secrets turcs sont plaqués au sol. Les gendarmes ont du mal à leur passer les menottes. La confusion est totale. Armes au poing, les militaires finissent par les maîtriser. Les enquêteurs vont vite découvrir ce que transportent ces camions. Officiellement, il s'agirait de matériel humanitaire. Mais en réalité, sous une première couche de médicaments, les gendarmes locaux découvrent stupéfaits plusieurs milliers d'obus de mortier. Pour le journaliste turc, cette bande vidéo est un scoop. La pièce manquante d'une longue enquête. Je me suis dit, nous avons enfin la preuve. Vous savez, à l'époque, c'était pas vraiment secret. On savait que les services secrets turcs fournissaient des armes en Syrie. Et c'est la première fois qu'on avait une vidéo qui le montrait, avec l'image de ces camions et leur cargaison. À l'époque, Recep Erdogan est le Premier ministre du pays. Pour lui, c'est certain. Cette affaire des camions est un coup monté par son principal opposant. Il accuse Fethullah Gülen d'être derrière cette opération menée par des gendarmes locaux contre les services secrets. Gülen est un imam réfugié aux États-Unis. Il est à la tête d'un puissant réseau de sympathisants dans toute l'administration publique turque. L'opposant d'Erdogan se cacherait sans doute derrière cette fuite d'informations compromettantes pour le régime turc. C'est ce que plusieurs experts rencontrés pour cette enquête nous ont affirmé. Pour le journaliste Can Dündar, qu'importe la provenance, cette vidéo mérite d'être portée à la connaissance du public. En tant que journaliste, évidemment, j'étais très enthousiaste. J'ai dit, OK, on a la preuve de l'implication de la Turquie dans le conflit syrien et la preuve de ces opérations illégales de transfert d'armes par les services secrets turcs. Donc j'ai appelé mon équipe, nous nous sommes réunis et nous avons décidé de publier ces vidéos. La Turquie a-t-elle trahi ses alliés occidentaux? La publication de ces vidéos montre le double jeu d'Erdogan sur la scène internationale. D'un côté, la Turquie est officiellement engagée aux côtés de ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme.
De l'autre, elle soutiendrait secrètement des groupes rebelles islamistes. En 2012, Bachar el-Assad, le dictateur syrien, massacre en toute impunité son propre peuple. Au même moment, la Turquie laisse des milliers de combattants islamistes franchir sa frontière en route vers le djihad en Syrie. Théoriquement, c'est l'une des frontières les plus surveillées de la planète. Guillaume Perrier était à l'époque dans cette zone. Correspondant pour plusieurs journaux, il a rencontré un grand nombre de djihadistes venus du monde entier pour aller combattre en Syrie. Et vous étiez à ce moment-là dans la région ? Oui, j'étais dans la région à ce moment-là, effectivement, et je crois que quelques semaines plus tôt, j'avais fait un reportage avec des djihadistes. J'avais trouvé des djihadistes dans le sud de la Turquie, des djihadistes britanniques qui m'avaient parlé parce qu'ils m'avaient pris pour l'un des leurs. J'étais pas très bien rasé. Et, ce qui est assez surprenant, c'est que les djihadistes qui se baladaient à cette époque à la frontière, pour eux, un djihadiste était forcément occidental. Donc j'étais occidental, donc pour eux, j'étais un djihadiste. Donc c'était vraiment ce qu'on appelait l'autoroute du djihad, en fait. Absolument, absolument. C'était balisé. Il y avait assez peu d'obstacles sur cette autoroute, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces djihadistes, venus des quatre coins de la planète, vont trouver en Turquie un accueil relativement chaleureux. Pour les Turcs, ces combattants islamistes présentent un véritable intérêt. Ils peuvent faire barrage aux Kurdes, qui se battent depuis très longtemps pour l'indépendance de leur région. Quel était l'intérêt pour la Turquie de soutenir ces groupes islamistes ? Il y a plusieurs raisons. Mais l'objectif principal, c'est de bloquer les Kurdes en Syrie. Parce qu'ils ont peur de l'avènement d'un État kurde dans la région. C'est un vrai problème de sécurité pour la Turquie. Cette enquête est difficile. Rares sont les ressortissants turcs à oser parler. Nombre de nos appels téléphoniques sont restés sans réponse. Ceux qui prennent librement la parole ont tous fui le pays, et le plus loin possible. Nous avons rendez-vous aux États-Unis avec un ancien haut fonctionnaire turc. Ahmet Yayla a dirigé des forces antiterroristes dans le sud du pays. Sa parole est rare. Il s'exprime devant une caméra pour l'une des premières fois. S'il a choisi de quitter la Turquie, c'est précisément à cause du soutien d'Erdogan à des groupes djihadistes en 2013 et 2014. À mon époque, le gouvernement nous demandait d'assurer la protection des djihadistes qui revenaient du combat pour se faire soigner dans les hôpitaux turcs. Ils vous ont demandé ça ? Oui. Et vous avez réagi comment ? J'ai refusé d'obéir pendant un long moment et puis c'est devenu une source de tension entre le gouverneur et moi-même. Et à la fin, j'ai démissionné. L'ancien policier l'affirme, ces livraisons d'armes par la Turquie aux rebelles islamistes en Syrie étaient fréquentes. D'après plusieurs documents que nous avons pu consulter, les armes étaient d'abord déchargées d'un avion sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara, la capitale turque, puis acheminées en Syrie par les deux mêmes postes frontières. C'est d'ailleurs ce qu'affirme ce chauffeur questionné par les gendarmes sur procès-verbal. Une pièce qui prouverait là encore, selon l'ancien policier, l'implication des services secrets turcs dans ces livraisons. Ce chauffeur explique dans ce procès-verbal que ça fait plusieurs fois qu'il mène ce type d'opération. Il explique que ces camions appartiennent aux services secrets et que chaque fois, il va charger les armes sur l'aéroport d'Ankara et qu'ensuite, il doit conduire à la frontière ses cargaisons d'armes. À Paris, comme à Washington, la mise en ligne de ces vidéos jette un froid chez les diplomates. L'affaire est même reprise par les plus grands journaux. Quelques jours plus tard, un sommet international sur la lutte contre Daesh se tient dans la capitale française. Pour la France, comme pour les États-Unis, la Turquie devient un allié de plus en plus embarrassant. En face de nous ce jour-là, point de responsable turc, c'est au numéro 2 de la diplomatie américaine que nous posons nos questions.
Il y a quelques jours, un journal turc publiait des images de livraison d'armes à la frontière syrienne. Ces images montrent des armes sans doute provenant des services de renseignement turcs. Est-ce que vous avez fait le point avec vos partenaires et alliés turcs aujourd'hui? Nous venons justement de dire à nos partenaires, et y compris la Turquie, de faire en sorte de cesser ces transferts d'armes et de combattants étrangers via la frontière de la Turquie en Syrie et de la Syrie vers l'Irak. C'est un élément essentiel de notre campagne. Et même si nous avons fait des progrès aujourd'hui, nous avons encore beaucoup à faire. Le double jeu de la Turquie était donc connu des alliés occidentaux. Après des mois d'enquête, nous avons pu rencontrer un homme clé dans cette affaire. Celui-là même qui a supervisé toutes les opérations des services secrets turcs à l'époque. Et surprise, c'est à Paris que nous le retrouvons. Ismail Haki Musa a été l'un des dirigeants du MIT, les services secrets turcs, jusqu'en 2016. Aujourd'hui ambassadeur à Paris, l'homme s'exprime publiquement pour la première fois sur le sujet. Selon la revue Intelligence Online, il aurait même été le point de contact des groupes djihadistes au sein des services secrets turcs. L'homme a tissé les liens du mythe avec les groupes armés combattants en Syrie. En premier lieu, les djihadistes de l'État islamique. Ismail Haki Musa est souriant et chaleureux. Il promet de répondre à toutes nos questions, mais c'est surtout son activité de diplomate qu'il souhaite mettre en avant. Vous êtes un homme de renseignement, surtout. Vous avez travaillé... Je suis un homme de diplomatie. Et de renseignement. Et j'ai eu aussi une parenthèse de renseignement, oui, c'est vrai. En lisant votre bio, j'ai vu que vous étiez rentré en 2012 au sein des services secrets turcs. Tout à fait. Mais j'ai une formation de diplomate. Je suis fonctionnaire des affaires étrangères, mais on a fait appel à mes services. On m'a proposé de passer par là pour quelques années. Voilà. Est-ce que la Turquie a livré des armes à des groupes djihadistes, à des groupes islamistes en Syrie? Non. La réponse est très simple. La réponse de l'ambassadeur est claire. Nous lui montrons à présent une photo des fameuses cargaisons d'obus de mortier interceptées sur la frontière syrienne et publiées par le journal Cumhuriyet. Ça, c'est les captures d'écran de Cumhuriyet. Oui. Est-ce que c'est bien... Vous avez vu, j'imagine, ces vidéos? Oui, ça, c'est... la presse en a fait état, ouais. Et permettez-moi de vous dire que la photo n'est pas de bonne qualité. Et oui, malheureusement. Ça n'est pas le principal défaut. Hein. Mais la photo est interdite en Turquie, apparemment. On n'a pas le droit de la diffuser, en tout cas. Et là, je crois que c'est sur d'autres aspects de la question que nous devrions nous pencher. Là, ces camions étaient ceux du MIT, le service que vous dirigiez. Donc on ne parle pas de trafic vraiment clandestin, en tout cas c'était une mission clandestine sans doute, mais c'est bien vos services qui livraient ces armes-là. Non. Il n'y a aucun lien avec le service. Écoutez, si vous êtes là pour faire un procès au service que j'ai eu l'honneur de diriger, il faut me le dire et je réponds conséquemment. Mais là, ce qu'on voit, clairement, ce sont des mortiers. Ça, ce sont des mortiers, ce qu'on voit dans la presse, oui. Mais ce qu'on voit sur cette photo dans la photo, oui. En tout cas, dans la photo, oui. Donc, ces armes étaient destinées à qui? Ces armes étaient destinées à leur destinataire. L'ex-chef des services secrets dément formellement toute livraison d'armes en Syrie. Mais après 40 minutes d'entretien, la ligne de défense se fissure. Haki Musa va lâcher devant la caméra une information de taille. Agacé par nos questions, il admet finalement l'implication de ses services, mais refuse d'assumer seul la responsabilité de cette opération. Dans cet exercice, il y a eu plusieurs services de renseignement. Et que par hasard, tout le monde parle de mythe. Qui vous dit que, par exemple, le service de renseignement d'un autre pays n'était pas impliqué dans cette affaire? Je ne vous le dirai pas parce que ça peut créer des problèmes sérieux au niveau diplomatique. D'autres pays ont-ils participé à cette opération de livraison d'armes? L'ex-numéro 2 des services secrets turcs refuse d'en dire plus. Comme il taira le nom également des destinataires. À qui ces armes devaient-elles être livrées? À cette époque, le poste frontière syrien le plus proche était contrôlé par des factions islamistes. Et entre autres, une organisation nommée Ahrar el-Sham, un groupe salafiste sur lequel Guillaume Perrier a enquêté.
groupe salafiste radical composé d'anciens vétérans de la guerre en Afghanistan et créé par des gens qui ont été proches d'Al-Qaïda. Donc c'est pas ce qu'on appelle un groupe de rebelles modérés? Non, pas vraiment, non. Difficile d'identifier avec précision les destinataires finaux de ces armes. À l'époque, en Syrie, le Front islamique est composé de plusieurs dizaines de groupes armés, aussi instables qu'imprévisibles. C'est vraiment très difficile de savoir où vont ensuite ces armes et dans quelles mains elles finissent par atterrir. Le problème, c'est que chez les groupes salafistes, les combattants changent très souvent de groupe d'un jour à l'autre et passent d'une organisation à une autre en un rien de temps. Le soutien turc aux groupes islamistes a-t-il fini par se retourner contre la Turquie elle-même? Dès 2016, le pays tout entier est frappé par une campagne d'attentats perpétrés par Daesh. Depuis, la Turquie semble avoir pris quelques distances avec nombre de ces groupes armés. Mais reste une situation inquiétante pour la communauté internationale. Des milliers de combattants islamistes armés seraient aujourd'hui massés le long de la frontière turque. En juillet 2017, l'émissaire de la Maison-Blanche réunissait caméras et journalistes pour dénoncer cette situation et accuser fermement la Turquie d'avoir joué avec le feu. La province d'Idlib est devenue le plus grand repère de combattants d'Al-Qaïda depuis le 11 septembre. Je ne suis pas sûr que la stratégie de certains de nos alliés, qui a consisté à envoyer pendant toutes ces années des dizaines de milliers d'armes et à laisser passer des combattants en Syrie, ait été la meilleure approche. L'organisation Al-Qaïda en a largement bénéficié. On a aujourd'hui une base d'Al-Qaïda positionnée directement sur la frontière turque. C'est évidemment un sujet que l'on doit évoquer de près avec nos partenaires turcs. La déclaration du conseiller américain a mis le feu aux poudres entre Ankara et Washington. De plus en plus isolé, Erdogan a dérivé seul ces dernières années vers un régime de plus en plus autoritaire. Brouillé avec une majorité de leaders européens, le président turc est venu à Paris en janvier dernier tenter de renouer les liens avec le président français. Une occasion parfaite pour poser la question que les journalistes turcs en général et Can Dündar en particulier n'ont jamais pu lui poser. Bonjour, Laurent Richard pour le magazine Envoyé spécial sur France 2. Une question à vous deux. Monsieur le Président Erdogan, la France, l'Union européenne peuvent-elles décemment vous faire confiance en matière de lutte contre le terrorisme? 7 ans après le début du conflit en Syrie, regrettez-vous avoir fourni autant d'armes, autant de munitions aux groupes combattants islamistes et d'avoir laissé passer autant de djihadistes en Syrie, en route vers la Syrie, par votre pays, la Turquie? D'abord, je n'ai pas compris votre souris. Qui c'est qui a envoyé des armes en Syrie? Qui a envoyé des armes en Syrie? Il y a les camions de vos services de renseignement, les services du MIT, qui ont été interceptés en 2014, en décembre 2013 et janvier 2014, sur un poste frontière, et à l'intérieur desquels on retrouvait des mortiers. Ces images ont été filmées, mais ont été immédiatement censurées. Toi, tu parles comme quelqu'un du FETÖ, avec leurs mêmes arguments. Je parle comme un journaliste français. Non, pas comme un journaliste. Tu parles exactement comme un membre du FETÖ. Pourquoi? Du vouvoiement, le président Erdogan passe soudainement au tutoiement. Notre question nous vaut d'être accusé de faire partie de FETÖ, une organisation classée comme terroriste par le président turc. Écoutez, les organisations de renseignement ne peuvent pas... Ils ont des droits et ils ont des devoirs de transporter des armes d'un côté ou de l'autre selon les lois. Tu me poses cette question, mais les États-Unis ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie. Pourquoi est-ce que tu ne me poses pas cette question? 4000 camions d'armes ont été apportés par les États-Unis. Tu es journaliste, tu devrais le savoir. Tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des questions là-dessus? 4000 camions d'armes ont été envoyés par les États-Unis en Syrie. Parlez de ça, écrivez cela. Quand vous posez vos questions, il faut être sensible. Et ne parlez pas avec les arguments des autres.
Et il n'y a pas quelqu'un qui va avaler ces couleuvres facilement en face de vous, il faut que vous le sachiez. Ça, ce sont des arguments et un discours de fêteux, et il faut, s'il vous plaît, apprendre à ne pas parler avec ce discours à la fêteux. La colère du président turc jette comme un froid. Donc la réponse était non. Il n'y en a pas eu. Voilà ce qui arrive quand on pose une question critique au président turc. Le lendemain de cette conférence, notre intervention fait la une de la presse pro-gouvernementale qui nous accuse en toute simplicité d'être liés à une organisation terroriste. À l'Élysée, rarement visite d'un chef d'État n'a été aussi électrique. Erdogan l'autoritaire n'a pas eu l'accueil qu'il espérait. Et à vrai dire, nos questions n'ont pas franchement arrangé la situation. Monsieur le Président de la République française, la France peut-elle faire confiance en votre partenaire turc, considérant le double jeu mené par la Turquie en Syrie pendant de longues années et de son soutien à certains groupes armés salafistes en Syrie? Merci. Je vous renvoyais à une période, je n'étais à ce moment-là pas président, où beaucoup de monde a joué des jeux divers en pensant être plus malin que l'autre. La coopération que nous avons avec la Turquie est stratégique, elle est de qualité et elle est vérifiée comme étant de qualité chaque jour. Depuis que je suis président et en mesure d'en juger, je peux vous le dire. La page serait donc tournée, la confiance avec la Turquie rétablie. Mais moins de 3 semaines après cet entretien, le leader turc a de nouveau mis la communauté internationale devant le fait accompli. Le 20 janvier dernier, il attaque frontalement les forces kurdes situées en Syrie. Des forces pourtant soutenues par l'Europe et les États-Unis. Pour cette opération, l'armée turque s'est appuyée sur de nombreux groupes armés rebelles et parmi eux quelques groupes djihadistes. Sur ces images filmées en octobre dernier, l'on voit un convoi d'observateurs militaires turcs escortés par des djihadistes autrefois affiliés à Al-Qaïda, ici dans les pick-up blancs. Au terme de cette enquête, nous avons été autorisés à nous rendre au siège de l'OTAN, l'Alliance militaire occidentale. C'est ici que s'échangent les renseignements de 29 puissances internationales, dont la Turquie. Fait rare, son représentant a accepté de nous donner une interview. Nous lui montrons les images de ce convoi turc escorté par des djihadistes syriens. Cette information a été vérifiée par plusieurs sources. C'est la première fois que je vois cette vidéo. Pour nous, Al-Qaïda, Al-Nusra ou Daesh, c'est la même chose. Ce sont des groupes terroristes et on ne fait aucune distinction parmi ces groupes. Officiellement donc, pas d'entente avec les groupes djihadistes. La Turquie poursuit un seul objectif, faire barrage aux Kurdes en Syrie, pourtant alliés de la coalition internationale contre Daesh. Elle reproche aux États-Unis et à l'Europe d'avoir armé et financé ce qu'elle considère être une organisation terroriste. On a eu de cesse de mettre en garde certains de nos alliés, et en particulier les États-Unis, qui ont envoyé des tonnes d'armes et de munitions aux forces kurdes. C'est aujourd'hui notre droit de demander à nos alliés d'être solidaires avec nous. Parce que si vous commencez à soutenir des organisations terroristes, quel que soit le but, ça risque de se retourner contre l'un des membres de l'Alliance ou contre l'Alliance dans son ensemble. À Istanbul, Dilek, l'épouse de Can Dündar, ne peut toujours pas quitter le territoire. Les autorités continuent de persécuter systématiquement les journalistes du pays. Quant à celui qui a tiré sur Can Dündar, il n'a été condamné qu'à une peine de 5 mois de prison. Et il est aujourd'hui libre de ses mouvements. Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est leur façon à eux de nous punir. Ce qu'ils veulent, c'est nous punir d'une façon ou d'une autre en utilisant les voies légales ou en se servant de gangsters.
ou tout simplement en nous censurant. Ils utilisent tous les moyens possibles pour nous punir. Avec plus de 100 reporters incarcérés, 155 organisations de presse fermées, 300 cartes de presse supprimées, la Turquie est devenue, selon Reporters sans frontières, la plus grande prison du monde pour journalistes.